Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. L'invité que je reçois cette semaine l'a souvent prise, la lumière. Il a aussi pris des coups puisqu'il s'agit d'un ancien rugbyman devenu animateur radio vedette, également humoriste, acteur et comédien. J'ai nommé Vincent Moscato. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO. C'est moi qui vous remercie. Alors, je disais, parmi vos nombreux métiers, vous êtes aussi animateur radio sur RMC, où vous animez depuis 15 ans maintenant, 15e saison cette année, le fameux Super Moscato Show, qui réunit plus d'1 million d'auditeurs tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 15h à 18h, pour 3 heures de débat, d'infos, de sport évidemment, et de rire. La rentrée, c'était il y a déjà quand même quelques semaines pour vous, le 23 août, je crois. C'est ça, presque. Alors, comment se passe-t-elle cette rentrée ? Au niveau du Super Moscato Show, plutôt pas mal. On était en hausse au niveau de la médiamétrie, donc tout va bien. On a toujours la même équipe. C'est vrai qu'on a une émission qui est un peu particulière, qui est une émission de sport. D'abord omnisport, tous les sports, ce qui est assez rare, parce que souvent les émissions sont assez spécialisées, surtout sur RMC, on fait beaucoup de foot, beaucoup de basket, nous on a une émission qui traite un peu tout et un peu n'importe quoi, donc qui porte aussi à la comédie, donc je voulais que ce soit une émission un peu d'amusement aussi, quoi. Je ne voulais pas que ce soit qu'un bilan comptable du sport, comme parfois on a l'habitude de le voir, toi. Et donc là, j'avais vraiment envie qu'on s'amuse. Et donc, depuis des années... le rendez-vous sport le plus drôle de France. Hein. Écoutez, vous m'envoyez flatter. Et donc, c'était une émission assez... Je l'espère assez drôle, mais les résultats sont là, bon, c'est assez drôle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté cette année ? Mais pas grand-chose. Ah. Ouais, pas grand-chose. Ça ne sert à rien de... ça marche bien, donc ça marche bien, donc c'est bien de nous-mêmes de se renouveler dans l'envie, dans l'enthousiasme et tout ça, ça c'est important. Mais ce qui est important, c'est de ne pas bouger les choses qui marchent. Je sais que c'est très à la mode de secouer tout, n'importe quoi, mais parfois on voit dans des émissions télé qui marchaient bien qu'on bouge parce qu'à un certain moment on dit qu'elles sont dépassées. On ne sait pas par quoi elles sont dépassées, mais elles sont dépassées, mais surtout pas par les émissions qui les remplacent. Parce que ces émissions-là font souvent des flops. Parfois ça marche, le remplacement, des fois ça marche pas. Donc nous, écoute, pour l'instant, la direction nous laisse tranquille, ça fait 15 ans, on est plutôt pas mal, ça marche bien, on est bien dans le paysage d'RMC, l'ancien radio Monte-Carlo du temps jadis. Alors, dans votre actualité aussi, il y a votre 3e one-man show, donc Moscato complètement Jojo. Là, vous êtes reparti en tournée en France. Là aussi, ça se passe comment ? Parce que c'est un peu compliqué. Disons qu'on refait des choses. Ça faisait 18 mois que je n'avais pas joué. Donc, en one-man show, c'est toujours très pénible quoi, de ne pas jouer parce qu'on a besoin beaucoup de tourner, de jouer pour avoir le one-man show en main, l'avoir bien en bouche et de savoir... voilà, je veux dire, Là, en ce moment, on joue une fois tous les mois à peu près. On a beaucoup de dates qui sont... Pas beaucoup, mais quelques-unes qui se sont annulées dans des coins où le pass sanitaire, les gens ne prenaient pas les tickets, ne venaient pas, ou alors que ça a été annulé à cause de... On faisait partie d'un festival et le festival entier a été annulé, mettons comme à Saint-Jean-de-Luz, ou des choses comme ça. Donc on a eu 2-3 dates d'annulées. Là, je rejoue à Agen début octobre. Et puis après, ça repart. Il y a des dates. J'espère faire une 30aine de shows cette année. On verra bien. Comment vous trouvez votre inspiration pour vos shows ? C'est votre 3e quand même. Hein ? L'inspiration, c'est de trouver des idées, c'est pas ce qui manque. Après, c'est de les développer qui est le plus important. Donc moi, je travaille avec ma femme et avec un ami à moi qui travaille avec moi, Fred Pouillet, qui travaille aussi avec moi à la radio. Donc on bosse ensemble et puis on développe des idées. Alors c'est toujours des idées que l'on côtoie dans la vie. Donc... Johnny, tu vois, je fais une histoire de... On est dans un monde de médias où tout le monde connaît tout le monde. Il y a les amis du moment. Là, on l'a vu pour Jean-Paul Belmondo, les amis du moment. Tout le monde connaissait Jean-Paul Belmondo. Tout le monde envoyait des photos avec lui. Alors que moi aussi, je l'ai rencontré 2-3 fois, mais on ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un. Donc, je raconte l'histoire d'un mytho qui raconte un peu qu'il a bien connu Johnny, qu'il était l'amant de Lady Di. Mais voilà, quoi. Donc, un type qui s'invente une vie à travers les médias, comme hélas beaucoup de gens font à travers les médias, ils veulent exister à tout prix à travers les réseaux sociaux et voilà. Johnny et Belmondo, ce sont 2 figures dont on parle beaucoup en ce moment, forcément. Jean-Paul Belmondo nous a quittés et Johnny, une statue vient d'être érigée en son honneur. Ça, ce sont vos idoles. Surtout Belmondo aussi, je pense à la boxe, puisque vous êtes toujours un boxeur et Bébel l'a été aussi. Ouais, Bébel l'a été, c'était
un acteur formidable, un sportif formidable. Il a fait une quinzaine de combats en amateur. C'était un type passionné qui allait toujours au palais des sports, qui allait dans les réunions à Bercy, qui allait un peu partout, qui était un passionné de boxe. Johnny aussi, et puis c'est surtout deux idoles françaises, deux mecs que moi j'ai badé, que j'ai admiré, que plusieurs générations ont vu les films de Belmondo, ont vu les concerts de Johnny, et c'était quelque chose, alors que c'est des gars qui sont passés à la moulinette aussi, dans les années 80, c'était un peu ringard de dire qu'on aimait Johnny, qu'on aimait Belmondo. On aime bien s'assassiner un peu tout seul. Et donc je trouve que Bébel on l'a vu quand Johnny a disparu, quand Bébel a disparu, on a vu le manque que ces gens-là occasionnaient. C'est quelque chose de fou. C'est une communion qu'il y a eu avec les Français très très forte. C'est chacun, un dans le cinéma, même Johnny a fait du cinéma et l'autre dans la chanson. C'est des gars qui étaient incontournables de la vie des Français. Belmondo, il y a un petit point commun avec vous, c'est Philippe de Broca. C'est lui qui vous a donné le pied à l'étrier en 93, ouais. Et Philippe de Broca, c'est aussi Cartouche, tout ça, le Magnifique et l'Homme de Rio. Ouais. Ouais, c'est fou. Vous avez eu le même réalisateur ? Moi, j'ai eu le même réalisateur, pas pour les mêmes films, pas pour les mêmes rôles, bien entendu, parce que voilà, j'ai pas cette prétention de me comparer à Belmondo, mais loin de là d'ailleurs. Mais ouais, c'est vrai que De Broca m'a fait commencer mon premier film au cinéma. Je l'ai fait avec De Broca. C'était avec Isabelle Gélinas et Patrick Chenet. C'était un téléfilm. C'était, je crois, le titre, c'était Regarde-moi quand je te quitte ou quelque chose comme ça. C'était dans les débuts des années 90. Il y a bientôt 30 ans, et c'est le premier film que je jouais bien sûr au rugby, j'ai joué à Bordeaux, et donc il m'avait fait passer une audition, et ça avait dû lui pleurer, puisque j'avais fait quelques scènes dans ce téléfilm. Et ça vous a lancé quand même, ça a lancé votre carrière de comédien. Ça a lancé. Bon, ma carrière de comédien, j'espère qu'elle n'est pas finie, mais bon, après j'ai fait plus de théâtre, plus de one-man show, plus de radio que de cinéma, malgré que j'ai participé à une vingtaine de films dans des plus ou moins grands rôles. Enfin, j'ai encore jamais eu de premier rôle. Astérix, c'est... Oui, alors c'est pas celui-là que je marquerai le plus, parce que je pense que... Quel est celui qui vous a le plus marqué ? Le Fils à Joe, j'ai fait le film de Marshall 36 quai des Orfèvres, les films de Francis Weber, Le Placard, Tais-toi, ça c'est des films qui m'ont marqué. Opération Portugal, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est le dernier que j'ai fait, qui a bien marché, c'était une comédie qui a très très bien marché, et qui a fait plus de 500 000 entrées dans ces périodes de Covid, c'est pas mal, donc écoute... On bricole. On bricole pas mal. Le théâtre aussi, les planches, un peu moins, mais en côtoyant quand même aussi des sacrées personnalités. Je pense à Bernard Tapie, Oscar. Oscar, Chantal Latsou, Bernard Tapie. Ça, c'était quoi dans les années... il n'y a pas très longtemps. Il y a une dizaine d'années. Enfin, le temps passe. Une dizaine d'années, oui, quand même. Et voilà, et c'est vrai que le théâtre... manque un peu de jouer à plusieurs. Quand on fait du one-man show, on veut toujours ce que l'on n'a pas. C'est comme les hommes sont ainsi faits. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait un peu avancer. Mais j'aimerais un peu faire du théâtre là. Donc j'ai peut-être quelques propositions. Peut-être que je vais revenir un peu au théâtre en même temps que le one-man show, parce que le one-man show. C'est un petit scoop pour nous là. Non, parce que j'ai vu, on m'a proposé quelques pièces, donc je ne sais pas encore, mais j'aimerais revenir au théâtre. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez ? Enfin, vous n'avez peut-être pas de préférence, mais quand même. Le one-man show, c'est le plus gratifiant. Ouais. C'est le plus difficile, mais c'est le plus gratifiant. C'est un exercice qui est extraordinaire. La radio aussi, faire 3 heures de radio, c'est un privilège. C'est pas pareil, c'est plus d'impro la radio. Le one-man show, c'est écrit, comment vous travaillez ? Le one-man show, c'est écrit avec, encore une fois, Fred Pouillet qui travaille avec moi à la radio, et Christelle Moscato, qui est mon épouse, ma manager, et la mère de ma fille Paola. Et qui fait d'autres choses, on part sur une idée, et puis après on écrit, quoi. On part sur une idée, comme toutes les choses, comme un scénario. Vous écrivez un scénario, quoi. Voilà. Alors avec des gens, avec des expériences qui vous arrivent, quoi. Voilà. Quand je vous parle de la mythomanie, c'est quelque chose on a tous tendance à être un peu mythomane de temps en temps quand on raconte des histoires. Donc là, bien sûr, je force le caractère, je caricature au maximum, puisqu'on est dans la comédie. Alors vous êtes multicarte quand même, parce que là vous avez ajouté une corde à votre arc. Si vous êtes chef d'entreprise, vous venez de lancer une ligne de cosmétiques bio qui s'appelle Le Talonneur.
Alors je rappelle que vous avez été talonneur en tant qu'ancien international de rugby. On va reparler du rugby, bien sûr. Donc racontez-nous alors comment on passe aux cosmétiques, aux crèmes, au gel douche. Ouais, c'est pas très compliqué. Ouais, quand on est sportif, on va souvent à la douche, on se baigne, on a la peau. Alors c'est nouveau, les hommes mettent de la crème. Moi comme j'ai 4 filles, j'étais pas trop. J'ai 4 filles, donc j'étais pas un adepte de la crème de visage, de la crème de nuit et tout ça. Et puis un peu converti en me disant t'auras moins de rides, t'auras moins de cernes. Alors j'ai dit moi j'aime beaucoup le citron. Alors j'ai dit j'aimerais avoir cette odeur de citron qui me rappelle un peu les vestiaires quand on était minime, cadet, il y avait encore le coupeur de citron, ce qu'on appelait le coupeur de citron, c'était à la mi-temps on restait sur le terrain et le gars t'amenait des tranches des quarts de citron, des quarts d'orange et on mangeait ça à la mi-temps. Ah ouais c'était très cool. Oui, je sais pas si ça nous boostait, j'ai pas l'impression. Donc vous avez des crèmes comestibles si je comprends. Et donc j'ai dit j'aimerais avoir une crème avec une odeur de citron, au citron. Donc on a fait cette crème bio au citron. C'est des cosmétiques pour hommes et pour le visage. Et ma fille s'en occupe avec mon épouse. Et voilà, et moi aussi, je m'en occupe. Je m'occupe d'en parler. Je suis un peu le commercial. Voilà, je suis un peu le commercial de ça. Voilà. Ça fait combien de temps que vous avez lancé cette ligne? C'est maintenant. C'est maintenant, oui. Et vous aviez travaillé dessus pendant le confinement? Oui, bien sûr, pendant le confinement, ma femme a travaillé dessus beaucoup. Pour même le graphisme, puisqu'on voit il y a l'univers du rugby qui est... Et puis moi, j'y connaissais rien, mais c'est un monde où il faut beaucoup d'autorisation, on ne fait pas n'importe quoi. Tu vois, on ne peut pas balancer de la crème de Tchernobyl, c'est pas possible. Il faut quand même un truc qui tienne un peu la route, que quand tu t'en mets, il n'y a pas la peau qui s'arrache. Donc vous avez des bons partenariats, enfin vous avez, j'imagine, trouvé... Oui, voilà, des labos, des trucs comme ça, qui font des choses comme ça. Alors encore une fois, cette recherche-là, c'est plutôt ma fille Alizée qui s'en est occupée avec mon épouse, bien sûr. Et alors, vous la mettez cette crème? Tous les jours. Tous les jours? Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Regardez vous avez un teint super, effectivement, frais. Regardez le teint. Ça sent le citron, j'adore le citron. Ouais. L'odeur du citron, pour moi, c'est vrai que c'est très frais. C'est une odeur qui me Et vous avez aussi gel douche. Gel douche, crème pour la peau, crème pour la nuit, enfin, tout un assortissant. C'est quand même un univers un peu improbable pour vous. Hein. Vous attendez peut-être pas forcément. Ouais, mais bon, c'est la mode. Maintenant, tous les sportifs, tous les jeunes, vous les voyez... Mettre ce genre de crème, les rugbyman, tous les sportifs. Après la douche, souvent dans les vestiaires, tu le vois, les mecs, ils prennent soin de leur corps, ils ont bien raison, et qui prennent de la crème au citron, comme ça ils auront le teint frais, un teint de bébé. Regardez mon teint de bébé, c'est la crème de citron. Ouais. Et j'en prends depuis 15 jours. Vous le vendez bien, le talonneur. Alors Vincent Moscato, je vous propose d'aborder la deuxième partie de cette émission, Lumière intérieure. Je vais m'éclipser, je vais vous laisser là, dans la lumière, et je vais vous proposer 4 mots, à vous de nous les commenter et de nous les éclairer. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vincent, alors, comment vous sentez-vous? Seul, dans la lumière? Pas mal. Pas mal. Bon, alors 4 mots. Je vous propose, mon premier mot, c'est rire, forcément. Le rire, c'est une expression, souvent, c'est un prolongement du bonheur, quoi. C'est un prolongement d'un bon moment qu'on vient de passer, c'est la ponctuation de quelque chose de convivial. On rit jamais, en général, tout seul. On rit dans sa barbe, je sais bien, mais c'est souvent quelque chose de collectif, au moins à deux. Le rire se partage. Le rire, ça fait du bien. Pareil que c'est très bon. Ça et la pommade, c'est très très bon pour pas choper des rides. Donc il faut rire énormément. Ça retend la peau. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, non. C'est un antidépresseur, le rire. Après, il y a des gens qui rient pas. Il y a des natures qui sont différentes les unes des autres. Ça se voit, quelqu'un qui rit ou quelqu'un qui rit pas, ça se voit énormément. Je pense qu'on a le morphotype de... Il y a des gens qui... Alors on dit qu'il rit intérieurement, mais enfin bon, rire intérieurement, je sais pas ce que ça peut faire. Je sais pas, c'est un sourire... C'est un sourire à l'intérieur. Mais bon, le rire, c'est prépondérable. C'est comme la respiration.
On respire tous les jours, il faut rire tous les jours. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ça dépend avec qui. Je ne sais plus qui disait ça, mais ça dépend avec qui. Non, on ne peut pas rire de tout, non. Non. Il y a des blagues qu'il faut éviter de faire, quoi. Il y a eu des drames qui sont historiques, donc il faut mieux éviter de les faire. Faut mieux éviter de les faire. On peut rire de tout, bien entendu, mais c'est toujours pareil, il ne faut pas blesser les gens, quoi. Il ne faut pas tout le temps blesser les gens parce que, voilà, tu vois, il y a un degré, voilà. Il y a un degré dans lequel on peut s'amuser, on peut se moquer de nous. Rire, c'est d'abord rire de soi. Quand on veut rire des autres, il faut quand même avoir l'intelligence de pouvoir rire de soi. C'est quand même une des bases de la comédie, se moquer de soi-même. Après, on peut se moquer des autres avec, encore une fois, des degrés. C'est assez sensible. Alors vous êtes un humoriste, vous avez participé à des comédies, et puis j'ai vu également que vous avez participé à un spectacle musical l'an dernier, Diabolique Song Paradise. Ça vous dit quelque chose? Où vous jouiez Saint-Pierre, tourné en dérision. Oui. Il y a des vidéos YouTube. Ouais, c'est drôle. C'était pour une pièce de Saint-Pierre tourné en dérision. Bah ouais. Mais c'était une parodie, bien entendu, de Saint-Pierre qui grondait un fidèle. Voilà, qui reprenait. Bon, bien sûr, le décalage est toujours très intéressant. En plus, moi, j'arrivais avec des ailes, des plumes. Bien entendu, on m'avait grimé d'une manière assez drôle. Voilà, et c'était pas une pièce de théâtre. Dans cette pièce de théâtre, à un certain moment, je jouais pas dans la pièce de théâtre, mais sur un écran géant, il faisait apparaître Saint-Pierre qui grondait un des comédiens. Et c'était assez drôle. C'était très, très drôle. Hein. Voilà. Elle vous vient d'où cette envie de faire rire, en fait? Depuis que vous êtes petit? Oh ouais, je crois, ouais. J'ai toujours été j'ai toujours été un peu dissipé, un peu turbulent, un peu meneur, un peu drôle, je sais pas, mais envie de faire le con tout le temps, quand même un gros nuage de bêtises sur la tête depuis que je suis gamin, et donc envie tout le temps de taquiner, de rire, d'avoir un bon mot, parfois pas toujours, hein, bien entendu, mais depuis que je suis gamin, puis j'ai toujours vécu dans des groupes. J'étais en pension, j'étais dans le rugby. Dans le rugby, on est très très proches, on est quand même assez fratrie, tu vois, le rugby. Donc, la connerie vient. Quand t'es porté un peu sur la connerie, ça vient bien, quoi. On dit aussi humour, politesse du désespoir. Est-ce que vous avez une enfant heureuse? Je crois que vous avez perdu votre père jeune. Vous avez été beaucoup entouré par les femmes. Est-ce que... Ouais. Oui, mais après, bon, il y a plein de gens qui perdent leurs parents tôt. Moi, j'ai perdu mon père, au début des années 70, quoi. Donc, j'étais gamin, quoi. Après, perdre ses parents, c'est une question de temps. Il y en a qui les perdent plus tôt que... C'est le sens de la vie. Bon, c'est vrai que quand ça arrive un peu tôt, des fois, c'est un peu trop tôt. C'est comme ça. Après, c'est moins drôle. C'est moins drôle. C'est pas terrible, je vais pas te dire que c'est terrible. Mais bon, après, il faut se refaire faut se refaire, et puis on se refait, et puis la vie, après, chacun fait sa vie, et puis voilà, il y a des périodes plus enchantées que d'autres. Puis j'ai eu de bonnes personnes autour de moi, j'ai eu des enfants, j'ai eu tout ça, donc j'ai eu des bons copains, ça va, tu vois, je sais que c'est souvent la mode de se plaindre, tu vois, c'est la psychanalyse, on fait beaucoup de psychanalyse, on excuse un peu les gens qui ont des parcours difficiles parce qu'ils ont perdu leur père et tout ça. Ouais, c'est pas facile de perdre leur père, mais enfin bon, voilà. Après, la vie, c'est à chacun à faire sa vie, quoi, et à se la reconstruire, même selon les difficultés que l'on a eues avant, avec les difficultés que l'on a eues avant. Ouais, c'est une belle leçon de vie. Qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui, Vincent? Ce qui me fait rire, il y a des gens qui sont drôles. Il y a des humoristes très drôles. Il y a des Belmondo faisait rire. Belmondo avait un talent pour faire rire les gens qui était extraordinaire. Et une allure. Ce qui fait rire, c'est souvent une allure, un physique.
un morphotype, il y a le morphotype du rire, il y a des mecs qui te font rire, quoi, tu vois, tout en restant sérieux et tout, mais ils comptent toujours le bon mot, et puis des fois il y a des têtes qui font rire. Mec, des noms, s'il vous plaît. Comment? Des noms, s'il vous plaît. Mais non, mais t'as des têtes, t'as des mecs qui... Moi, j'aimais bien les mecs, des gars comme Blier. Il y a des acteurs. T'as Florence Foresti, qui est quelqu'un qui est très drôle. T'as Blanche Gardin. T'as des filles qui sont extraordinaires. Alors que j'aimais... Il y avait Sylvie Joly qui était bien, mais c'est vrai que j'avais du mal avec les humoristes femmes. Peut-être que je suis un peu misogyne ou macho, je sais pas, peut-être. Mais là, il y a des... Blanche Gardin est très drôle. Foresti aussi. Après, moi, j'adorais Fernand Reynaud. Quand j'étais petit, j'avais un disque. C'est pas ma génération, Fernand Reynaud. Mais j'avais un disque, un 33 tours de Fernand Reynaud qui devait être à ma mère. Comme ça, et j'écoutais en boucle. Je suis douanier, tout ça, des sketchs un peu vieux maintenant, mais qui me faisaient rire, sa façon de parler. Puis bien sûr, les Bourvil, tout ça, Franck Dubosc me fait rire. Il y a plein d'acteurs qui me font rire. Il y a plein d'acteurs. Il y a des acteurs très très bons en comédie. Merci, on va passer au deuxième mot. Je vous propose converti. Converti, on s'en sert pour la religion, quoi. Ah, vous pensez à ça en premier. Moi, j'avoue que je pensais d'abord à votre reconversion. Parce que vous étiez rugbyman, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Champion de France en 91 avec l'équipe de Bègles, en 98 avec le Stade français. Et donc maintenant, comme on le disait, humoriste, acteur, etc. Comment se sont déroulées ces reconversions? Voilà, c'est plus une reconversion. On n'utilise plus le mot reconversion. C'est pour ça que converti, je ne l'employais pas pour mon après-rugby. C'est vrai, mais on va en parler aussi. Ouais. Ben ouais, j'ai fait du rugby pendant très longtemps. J'ai fait de la boxe aussi, mais du rugby à haut niveau, de la boxe à un petit niveau. Mais bon, voilà, le problème, c'est que tu as les ailes qui touchent vite la piste au décollage. À partir de 35 ans, tu commences à vieillir. C'est le sport en général, quoi. C'est la vie qui est comme ça. Donc, c'est des boulots que tu tiens pas très longtemps. Alors, j'avais passé mon brevet d'état pour être entraîneur, et puis j'étais un peu entraîneur, et puis ça s'est décidé autrement. Je voulais faire de la comédie depuis très longtemps, je voulais faire du théâtre et tout, et donc j'ai choisi cette piste. J'ai choisi cette piste avec de Broca qui m'avait bien sûr casté pour un premier téléfilm, après avec du théâtre au Théâtre Galabru à Montmartre, mais je jouais encore là. Je jouais au théâtre je jouais encore au Stade Français ici à Paris. Je jouais tous les soirs au Théâtre Galabru dans un vaudeville. Et ensuite, petit à petit, j'enchaînais des Francis Weber, tout ça, une pièce de théâtre, et puis une autre. Ça se fait sur plusieurs années, quoi. Ça se fait sur plusieurs années. Alors, la difficulté, c'est que tu commences en retard, t'as pas forcément fait les écoles que font les autres, donc tu mets plus de temps. Et c'est compliqué, parce qu'ensuite, t'es toujours un peu taxé de sportif, quoi. Donc c'est difficile de s'inventer notre vie, quoi. Une conversion déjà quand vous étiez plus jeune, puisque vous auriez dû être fromager plutôt. Ouais. Excusez-moi, j'ai le nez qui me pique. Et donc, oui, j'étais fromager, oui. J'avais fait... j'étais apprenti fromager, c'est-à-dire je travaillais chez des gens qui étaient géniaux, vraiment des gens extraordinaires. Monsieur et Madame Galinier, qui étaient vraiment de braves gens qui m'ont... C'était un plaisir de travailler, alors que c'était un métier qui était dur. Pas dur, mais au niveau des horaires était dur. Quand t'es gamin, c'est dur de se lever très tôt. À 4h, 5h du matin, pour travailler vers 5h, 5h30 du matin, on faisait les marchés. Alors, travailler le fromage à la coupe, qu'on vendait à la coupe et tout. Et Robert et Mado Galinier étaient des gens formidables, et j'en ai un souvenir extraordinaire de ces gens-là. C'est des gens qui avaient déjà une soixantaine d'années. C'était un couple qui s'aimait énormément. Énormément. Ça m'avait vraiment... fait chaud au cœur, parce que des fois ils s'engueulaient, alors c'était drôle, mais ils étaient très très liés. Ils s'aimaient beaucoup, vraiment. Et ça, quand j'étais gamin, ça m'avait vraiment agréablement surpris. Ça m'avait rendu heureux de les voir à cet âge-là s'aimer, alors ça faisait déjà, je sais pas, peut-être 40 ans déjà qu'ils étaient ensemble. Ils ont vieilli ensemble. Mado, elle est toujours en vie, elle a 99 ans, je crois, 98 ans. Et Robert, son mari, est parti. Les hommes partent plus tôt, en général.
C'est comme ça, c'est la vie. Et après, j'ai été à l'usine, à Gaillac, chez Jean-Pierre Delmas, qui était un fabricant de meubles, un homme aussi très, très super. Voilà, j'ai enchaîné des petits boulots. Jean-Pierre Delmas était le président du club de Gaillac, un type formidable. Il embauchait 20 rugbyman. Voilà, tu vois, c'était du rugby amateur. Et donc, voilà. Puis après, j'ai commencé à jouer un peu plus haut. J'étais à Bègles, au Stade Français, à Brive. J'ai joué avec Patrick Sébastien. Je sais que vous l'avez reçu il n'y a pas très longtemps. Et Patrick Sébastien était mon président quand je jouais à Brive, parce que Patrick était un Corrézien. Il vivait à Martel, à côté de Brive. Voilà, c'est un passionné qui a joué aussi au rugby quand il était jeune. Et voilà, je l'embrasse d'ailleurs. Si voit cette émission, je l'embrasse à Patrick. Parce que nous, on dit je l'embrasse à Patrick. Comme le fils Ajo, qui était un film formidable. Et vous aussi Moscato complètement Jo. Ça, c'est le dernier one-man show. Comme on parle de conversion, reconversion, changement, il y a aussi ce changement de votre prénom. Ça m'intrigue. Votre prénom de naissance, c'est Thierry. Pourquoi Vincent? Bon, je sais pas si... Ma mère, qui a 85 ans, me dit... elle s'est remariée, bien entendu. C'est normal, hein, tu vois, elle était jeune quand... mon père n'était plus là, donc elle s'est remariée. Et la personne avec qui elle s'est remariée avait un fils qui s'appelait Thierry. Donc j'ai pris le second, Vincent. Voilà, je crois que c'est tout simple. Je préfère Vincent. C'est mieux que Thierry. Thierry, c'est sympa, mais bon, je préfère Vincent. Alors, c'est un bordel maintenant. Là. Ça fait 50 ans que c'est le bordel. Quand tu prends l'avion, les mecs alors, disent c'est Thierry ou c'est Vincent? Putain, je dis c'est Thierry Vincent. Mais Thierry Vincent, elle me dit c'est pas un nom composé. Je dis mais je t'explique quelque chose à toi. Thierry Vincent, c'est comme Jean-Luc, alors que c'est pas vrai. Mais j'essaye de leur truc. Elle me dit putain, c'est original, ouais, c'est super. Alors, comme les gens sont polis, ils disent ah, c'est super. Non, non, c'est pas super, c'est de la merde. Hein. Donc, voilà, mais mon prénom, c'est Vincent. Voilà. C'est très clair, vous le racontez bien. Alors, quand j'ai dit converti la première fois, vous parliez tout de suite et vous pensiez à la conversion religieuse chrétienne. Évidemment, quelle est-elle chez vous? Y a-t-il eu une conversion spirituelle ou... Pas une conversion, elle est d'origine, de naissance. On était cathos dans la famille, sans être des grands pratiquants. J'ai été à l'école... J'étais chez les curés dans l'Aveyron, à Nocelles, en pension. Donc il y a une pratique modeste, une pratique sommaire, mais de la religion, avec des prières de l'Église. Et voilà, et avec le recul, je ne suis pas un grand pratiquant, bien entendu, mais j'ai toujours beaucoup de respect pour l'Église. Et puis notre démocratie s'est fondée quand même beaucoup sur la chrétienté, quoi. Voilà, quoi. Tu vois, je pense que l'Église a beaucoup évolué dans ce dernier siècle, quoi. Elle s'est beaucoup ouverte. Et donc, alors on croit pas, on croit à l'au-delà, enfin, à la vie éternelle ou pas, mais enfin, au moins, ça peut servir parfois d'éducation. Et, enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais... ça peut faire partie d'une vie, ou même si l'on croit peut-être pas à la résurrection, pourquoi pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose, donc voilà. On ne peut pas tout expliquer non plus. Ça serait prétentieux de vouloir tout expliquer. Écoute. C'est sûr. Mais ça nous conduit un petit peu vers notre... Ça nous conduit, ça nous donne un ordre moral. Vers notre prochain mot. L'ordre moral, justement. Troisième mot, la justice. Justice, on en parle beaucoup, mais dans nos pays, il y en a c'est compliqué la justice, parce que la justice, c'est ce qui nous différencie des animaux, d'être juste, du vivre ensemble. Du vivre ensemble, c'est ce qui différencie les barbares et la civilisation. C'est qu'il y a une justice, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi sans impunité. Une justice qui ne se fait plus, c'est l'enfer, quoi.
c'est l'enfer sur terre. Donc il faut une justice parce que l'homme est capable des pires choses. Et la justice, c'est ce qu'il peut y avoir de meilleur pour que l'homme ne soit pas capable de faire les pires choses. Ça rétablit les choses. La justice des hommes. La justice des hommes, ouais, en attendant celle de Dieu. Voilà, on va peut-être en reparler. Si j'ai choisi le mot justice, c'est que j'ai lu sur votre site officiel, sur Internet, que vous aimiez particulièrement l'insigne de la main de justice que vous voyez au Louvre. C'est cette main aux deux doigts levés, deux repliés, qui est l'insigne du pouvoir judiciaire du roi, mais qui est aussi le symbole de la foi catholique. Pourquoi cette main de justice que l'on retrouve sur votre site Internet? Parce que la main, c'est le plus important. C'est ce qu'il y a de plus visuel et c'est ce qui est le plus autoritaire. Donc voilà, des fois, il n'y a pas des... Voilà, la main, c'est ce qui indique que dans la vie, on se sert beaucoup de la parole, mais aussi de la gestuelle. Les deux sont liés. Alors les Italiens, peut-être un peu plus forts, il y a des langues qui sont un peu plus portées sur la gestuelle en accompagnant la parole, mais qui accompagnent la parole. Mais dans le monde entier, on se sert toujours des mains pour parler. Et certains gestes sont très autoritaires, certains gestes sont voilà, très autoritaires et veulent dire beaucoup, quoi, tu vois. Si je fais ça, ça veut dire tu te tais. Si je fais ça, je te désigne. La façon dont je le fais, elle est vindicative ou pas. C'est plus la main, finalement, qui vous intéressait que la justice, dans la main de justice. C'est quand même un symbole puissant. Oui, parce que sans la main, il n'y a pas de justice. C'est la main qui frappe, la main qui caresse. La main qui caresse, la main qui parfois peut être douloureuse. Donc c'est important. C'est important. La justice, parfois, elle caresse, mais parfois, elle rétablit les choses, mais parfois, elle punit. Et c'est la main qui le fait. La main, c'est le prolongement de la justice. Y a-t-il une justice dans la vie? Oui, il y en a beaucoup. Autrement, ce serait injuste. Ce serait terrible s'il n'y avait pas de justice. Mais après, on peut dire qu'il n'y a pas de justice. Un type qui s'entraîne tous les jours, qui ne fume pas et qui a un cancer du poumon, on dit qu'il n'y a pas de justice. Mais ce n'est pas de cette justice-là. Là, c'est le hasard. C'est le hasard des choses, la génétique que chacun a. Il y en a qui vivront 100 ans et des bons mecs, des sales cons qui vivront 100 ans et puis des bons mecs qui mourront à 30 ans. C'est une injustice. Mais ça, hélas, ce n'est pas la justice des hommes. C'est la justice de pas de chance. Donc, ça, on ne peut pas, mais voilà, quoi. Dans la vie, bien sûr qu'il y a une justice. Il y a une justice, normalement, c'est jamais une science exacte. Quand tu travailles à l'école, tu as de bons résultats. Normalement. Et ça se répercute partout. Quand tu t'entraînes, ben, tu es un peu meilleur que celui qui ne s'entraîne pas. Voilà. Quand tu donnes aux autres, souvent, ben, tu reçois un peu plus. Tu partages. Voilà. Après, je ne suis pas... je suis pas un agneau, quoi, tu vois. Donc, et toi, le ciel t'aidera, quoi. De toi, de les autres t'aideront. Et peut-être que le ciel, oui, bien sûr, de toi, le ciel t'aidera. Et la justice divine? Ah, mais... Le mystère. C'est le mystère. Il est grand, le mystère de la foi. Et quelle est-elle, cette foi ou cette pratique pour vous, cette spiritualité ou... Je ne sais pas, une spiritualité exemplaire hein, par rapport à quelqu'un de croyant, tu vois. Mais bon, elle est là. Elle est là. Elle est là, elle existe. Elle n'est pas anodine. Elle n'est pas quotidienne, mais elle est là. Et elle se manifeste comment? Elle se manifeste par un cierge à l'église, par une pensée, par une prière, par des pensées des fois, des réflexions, se dire, voilà, tu vois, il en reste moins quand, tu vois, j'ai 56 ans, ça va commencer à glisser bientôt, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que...
voilà, est-ce que le paradis, c'est le sang de ton sang qui va dans tes enfants et c'est le prolongement de la vie. C'est peut-être ça, le paradis. Déjà, d'avoir des gosses, c'est formidable. Voilà. C'est un privilège d'avoir des enfants. Bon, après, il ne faut pas qu'ils soient trop cons, hein, parce qu'autrement, c'est pénible. Hein. Il ne faut pas qu'ils te les brisent tous les jours, tu vois, t'emmerder toute la vie. Quoi. Mais bon, quand tu as des bons rôles, ça va, tu vois. Ça va. Moi, j'ai des filles, elles sont sympas. Elles sont Beaucoup chiantes. De femmes dans votre vie. Hein. Ouais, les nanas sont chiantes des fois, mais bon, ça va. Les mecs aussi, probablement. Un peu macho. Ouais, il faut. J'ai vu que vous portiez une alliance, on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes marié à l'église? Oui. Je suis marié à l'église, ouais. J'étais marié deux fois à l'église. Je sais que la deuxième fois, normalement, j'aurais pas dû parce que j'étais divorcé, mais le maire m'a fait le prêtre m'a fait une petite messe un peu informelle parce que normalement, j'avais pas le droit. Ils le font maintenant, ils sont un peu plus rock'n'roll qu'autrefois et que le curé de campagne quand j'étais gamin. C'est sûr que lui, il était moins drôle. Hein. Et, vous avez eu droit à une petite dérogation. Bon, une dérogation, oui, parce que je connaissais le. J'ai dit, moi, j'aimerais un mariage sans que tu passes à l'église. Bon, c'est pas un mariage, quand même. Un mariage, c'est un truc sérieux, quoi, tu vois. Alors, c'est vrai que quand tu divorces, c'est le péché. Mais bon, je pense que maintenant, il faut plus trop attention au divorce, parce qu'autrement, il va y en avoir un wagon qui ne vont pas aller au paradis. Hein. Allez, on passe au quatrième et dernier mot. Rite. Un mot à double sens. Ah, des rites, alors les rites religieux, alors je vais peut-être vous surprendre, mais je fais toujours un Notre Père avant de rentrer sur scène. Tout le temps. Putain, si je le fais pas, je suis pas bien. Chaque fois que je l'ai pas fait, j'étais nul. Tu vois ? Je regarde un endroit, souvent je suis à les coulisses, il y a un endroit qui fait une croix, tu vois, une poutre avec une autre. Et je le regarde et je fais un Notre Père, et puis voilà, ça me... Voilà, des rites. Après, oui, tu as des rites quand tu... Comment te dire? On appelle ça des rites ou de la superstition, tu vois. Quand tu es sportif, tu es plein de superstitions parce que tu as peur de la blessure. Surtout quand tu joues au rugby ou tu fais la boxe, quand tu joues en première ligne, tu as peur d'abord de te blesser gravement, hein, surtout, tu vois, mais les fermer ou d'avoir un écrasement, tu vois. Tu as toujours cette crainte un peu. Donc tu as des rites, tu as des prières, tu as des... tu te dis, tu mets tel slip. Alors, des fois, il pue le slip parce que tu vois, c'est toujours le même, que tu mets à l'entraînement ou pas. Donc, des fois, tu vois, tu le laves pas tout le temps. Donc, bon, enfin, tu t'en fous, tu vas pas. C'est pas pour aller au bal, tu vois. Donc, tu mets le protège-dents le même. Quand tu perds ton protège-dents. Ça, c'est de la superstition. Ouais, mais la superstition amène des rites. Mais dans le rugby, il y a beaucoup de rites et de rituels. Il y a déjà les 3 rites, voilà. L'avant-match, le match, oui. La 3e mi-temps. Il y a aussi, évidemment, on pense aux danses rituelles, par exemple, évidemment, Haka des All Blacks néo-zélandais. Enfin, il y a plein de rituels dans le rugby. Ouais, alors, d'accord, ça, c'est des rituels. Bien sûr, il y a le Haka, il y a plein de choses. Il y a des rites, là, voilà, donc des habitudes qui sont liées au sport. Après voilà, tu vois... C'est des traditions, la 3e mi-temps, c'est pas un rite, la 3e mi-temps, ça ne se fait pas automatiquement. Quand tu es au niveau professionnel, après les matchs, tu ne vas pas prendre une charge à chaque voyage, autrement, quand tu finis ivrogne. Donc, c'est pas... Mais c'est vrai qu'il y a des traditions qui se perpétuent de génération en génération. Le Notre Père aussi, vous le disiez avant de rentrer sur le terrain ? Oui. Je tiens ça depuis que de la pension, quoi. Dans la pension, tous les soirs, on récitait à Notre Père et Je vous salue. Alors, Je vous salue de temps en temps, mais pas tout le temps. Et voilà, quoi, c'est des prières classiques. Classiques et... voilà, c'est des rites aussi, quoi, un rituel. Et la messe de temps en temps ? Ça m'arrive. La messe de minuit. Parce que c'est nos points d'ancrage. Alors, pas tout le monde, hein, c'est nos points d'ancrage. C'est des points d'ancrage de notre civilisation, de notre vie, de l'éducation qu'on a reçue. Alors, ceux qui n'ont pas reçu cette éducation, ils en ont reçu une autre, hein, c'est pas grave. Et puis voilà, c'est une façon de vivre, de voir les choses.
en pratiquant sa religion, je ne peux pas dire que je suis un pratiquant non plus, hein, je ne vais pas exagérer là-dessus, mais sans faire chier les autres, quoi. C'est le plus important, je crois. Et votre espérance après la mort, sont des... Mon espérance avant la mort, ça serait de toucher le loto, mais d'abord, il faudrait y jouer. Je ne joue pas tout le temps. Mais après la mort, je ne sais pas. Quelle est votre croyance Déjà, je pense que j'aimerais qu'avant la mort, ce soit déjà un peu le paradis, tu vois. Ce serait bien, une bonne vie. Une bonne vie, que mon prolongement, que mes filles soient heureuses, ce serait mon paradis aussi, tu vois. Ce serait qu'elles vivent à travers moi, que de temps en temps elles aient une pensée pour moi, ce serait vivre encore. Après, tout ça s'effacera avec le temps. L'au-delà, je veux bien y croire, mais encore une fois, on espère, parce qu'on n'a jamais vu personne revenir, mais on espère. Et on espère. J'en parle parfois avec Père Gabriel de Carpentras, qui écoute le Super Moscato Show, qui nous appelle de temps en temps, qui est un bon mec. Et donc, on en parle, qui est un mec cool. Je l'embrasse, au Père Gabriel. Et bon mec, qui aime le sport, qui aime jouer au bar de sport complet, tout ça. Voilà. Plein de pères. La dernière fois, je voyais un mec en soutane, 2 mètres, le mec qui jouait deuxième ligne. C'est toujours drôle de voir un prêtre jouer au rugby, parce que bon, le rugby, de temps en temps, il faut quand même... Et lui jouait deuxième ligne, un poste de brut. J'ai plus son nom. Un copain du père Gabriel, de Carpentras. Voilà, je l'embrasse. Vous étiez talonneur. C'est quoi talonneur, en fait? Talonneur, c'est le gars qui talonne avec le pied sous la mêlée, vous savez. La mêlée, tu rentres comme ça, en première ligne, c'est celui du milieu qui se désacte, qui talonne avec le pied. Le demi-mêlée envoie le ballon, craque, il talonne le ballon pour le mettre derrière, dans les pieds de la troisième ligne, pour pouvoir le jouer après. Donc vous savez bien jouer avec le ballon. Bon. Il passe par vous. Je ne sais pas, mais j'espère, vaut mieux quand tu joues au rugby, il faut savoir faire une passe, il faut essayer de ne pas être trop maladroit. Ouais. Enfin, maintenant, je suis nul, maintenant, je ne joue plus du tout. On parlait de l'au-delà, je vous replonge un peu dans tout ça. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, votre ami Christophe Dominici est parti, trop jeune. Ça a été un grand moment d'émotion qu'on a entendu sur les ondes. Oui, bien sûr, ça a été terrible, terrifiant. Ouais. La mort, c'est dur quand elle n'est pas logique. Quand elle est difficile pour les autres quand elle est logique, c'est-à-dire que c'est la vieillesse, à un moment donné, il faut partir. Mais à 45 ans, partir comme ça, c'est dur, c'est très très dur. C'est très dur parce que tu n'es pas préparé, c'est soudain, même si le gars n'est pas très en forme, pas très très bien psychologiquement, tu te dis bon ben voilà, et puis puis le décès arrive. C'est difficile de perdre le rugby ou le foot ou autre chose quand tu as joué longtemps avec des gars, quand tu les as aimés, bien entendu, comme tout le monde, c'est dur de perdre quelqu'un et de perdre quelqu'un si jeune et si entier, si fort en personnalité que voilà, c'est très douloureux, mais comme tout le monde, comme chacun sait que quand il perd quelqu'un de proche, ça fait mal. Mais souvent, je pense à son père, à sa mère, qui ça doit être un poids énorme. Perdre un enfant, je crois que c'est des banalités que je dis, mais c'est terrible parce qu'il y a le sens de la vie, c'est que les parents doivent partir avant, tout simplement. Et le contraire est toujours une catastrophe. Bien sûr. Merci beaucoup, Vincent Moscato. C'est moi. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Je reviens auprès de vous. Oh, d'accord. À tout de suite. Alors Vincent, comment avez-vous vécu cette expérience? Un peu dans un confessionnal. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est toujours délicat de parler de soi-même. C'est toujours un peu... Assez longtemps, et puis sans personne en face. Ouais, sans personne en face, ouais, voilà, c'est le confessionnal.
dans le confessionnal. C'est un peu normal que ce soit. Ou la psychanalyse. Ça, la psychanalyse, oui. Ma sœur est psychanalyste. Ah oui? Ouais, ma sœur est psychanalyste. Elle a passé un doctorat en psychologie, elle a fait pas mal de choses là, elle exerce à Gaillac chez moi. Chez moi, enfin, c'est pas chez moi Gaillac, mais c'est la ville où on vient, quoi. C'est drôle dans une fratrie, une psychanalyste et un humoriste. Et vous êtes jamais allé sur le divan? Oui, si, j'ai été une fois, mais bon, je n'ai pas vraiment. C'est pas votre truc. Ouais, j'avais pas besoin, quoi. Il n'y a rien à faire. Vous pensez? Il n'y a plus de soins à exercer, là. Non, il n'y a plus de soins. Non, il y a plus de soins à exercer. Donc, je fais du sport, c'est mon antidépresseur. Et puis voilà, tout. Non, mais ça va. Bon, après, si on se cherche les problèmes, on en trouve. Hein. On peut faire attention à ça. Là, vous étiez seul. Bon, avec moi, enfin, on se parlait. Vous aimez bien être seul, parce que vous êtes beaucoup entouré, sinon, que ce soit à la radio, que ce soit dans votre vie de famille? J'aime bien parfois, ouais. J'aime bien parfois être seul. Ouais. Ouais. Seul. Vous faites des randonnées parfois en montagne? Oui, ça m'arrive de marcher tout seul, d'aller courir, de faire du sport tout seul. J'aime bien être seul, ouais. J'aime bien être seul, ouais. C'est ce qui me... Même quand je joue au rugby, tu vois, alors j'adore être en groupe, bien entendu, je sais pas où. Mais j'ai cette capacité, j'aime être seul, ouais. J'aime être seul chez moi, j'aime être seul en courant, en marchant, me balader. J'aime ne pas parler parfois, alors que je parle beaucoup, tu vois. Mais moi, j'aime la solitude un peu. Ouais. Enfin, la solitude. Non, je ne suis pas un solitaire, n'exagérons rien, mais parfois des moments sans personne me conviennent. Te ressourcer pour peut-être mieux te retrouver les autres. Ouais, peut-être mieux. Puis ça repose. Hein. Ça repose. Voilà. T'es obligé de rien dire. Voilà, ça repose. Ouais. Bon, c'était assez reposant alors. Ouais, ça a été. Ouais, j'étais pas intimidé, j'étais pas ennuyé par cette solitude. Bon, en tout cas, vous n'allez plus rester très longtemps solitaire. On vous retrouve dès demain et pour tous les jours de la semaine, je le répète, sur le Super Moscato Show. Avant, il n'était pas super, il est devenu super depuis quelques années. Depuis quand exactement? Il est devenu super parce que ça faisait SMS, Super Moscato Show, et c'est le patron Alain Veil qui avait trouvé ça, et c'est plutôt pas mal. C'était plutôt bien. On le retient, le SMS, le Super Moscato Show. Ouais. Et 15h, 18h, lundi au vendredi. 15h, 18h sur RMC, du lundi au vendredi. 15e saison. Ouais, 15e saison. On vous retrouve aussi plus solitaire, là, du coup. En one-man show. One-man show. Alors, les dates c'est bougent. votre 3e. Ouais, complètement les dates jojo. Voilà, les dates bougent un peu, donc il faut aller sur Internet pour voir où c'est que je suis, mais ça reprend. On va reprendre, je pense, une saison à peu près normale, même si elle n'est pas encore tout à fait normale. Je pense qu'on va vers le beau temps au niveau du Covid et tout ça, donc ça va se dérouler comme il se doit, quoi. Et quand on est vraiment complètement fan de Vincent Moscato, il faut aussi acheter les cosmétiques. Ouais, il faut aussi se barbouiller du talonneur. C'est ça, c'est votre marque, le talonneur. Donc il y a la crème de visage, il y a de la crème de visage, il y a de la douche, le gel douche, il y a quoi d'autre? Je ne sais pas s'il y a du shampoing. Alors, je ne suis pas trop au courant de la gamme. Pas de Vincent Moscato, mais du talonneur. Mais je trouve que le talonneur, c'est un beau nom. Ça se trouve partout? C'est en train de se lancer, là. D'accord. À voir sur Internet, normalement. Ouais, sur Internet, tout à fait. Ouais. Le talonneur, on peut le retrouver. C'est en train de se lancer, ça va le faire, c'est au citron. Aventure. Si vous aimez le citron, après, il ne faut pas le boire. Faut bien aimer le citron. Ouais, et il y aura d'autres choses après? Ouais, sûrement, on verra. Ouais. Peut-être des marques de vêtements? Non. Il y a déjà eu chez les rugbymen. Oui, bien sûr, il y a eu des grandes marques de vêtements comme Eden Park. Bien sûr. Non, moi, ça me tenait à cœur. Alors, c'est curieux parce que c'est vrai que les crèmes, j'en ai pas mis toute ma vie, mais ça me tenait à cœur d'avoir une. C'est très agréable de mettre de la crème. Je le découvre au citron. Vous appréciez le citron? J'apprécie. Voilà. Il ne faut pas la consommer, c'est pas très bon cette crème. Hein. C'est pas de la crème c'est glacée. c'est pas de la crème glacée. Non. C'est pas le tube de Nestlé. C'est le tube de Nestlé, quand on était gosse, on l'aspirait comme ça. C'était sucré, mais terrible. Là, c'est pas pareil. Bon, finissons une note de légèreté. Merci beaucoup en tout cas de ce partage, de votre présence. Merci Vincent Moscato, merci à vous derrière vos écrans. Vous pouvez voir le replay de Lumière intérieure sur KTO
tv.com. Merci.